Son album, Toi plus moi, l'a propulsé sur le devant de la scène. C'était il y a 10 ans. Depuis, il a enchaîné les titres. Il revient avec un nouvel album intitulé Expérience. Il nous parlera aussi de la comédie musicale Bernadette de Lourdes. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit du chanteur Grégoire. Si nous avons souhaité le recevoir sur le plateau de Lumière Intérieure, c'est aussi pour sa spiritualité, sa profondeur et son sens de l'engagement. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors j'évoquais à l'instant votre album Expérience qui est sorti en décembre dernier. J'imagine, que je me trompe, mais j'imagine que chaque album a une histoire. C'est quoi la genèse de cet album-là ? C'est une genèse, j'allais dire, un peu folle. C'est l'idée d'acquérir la liberté totale, de plus avoir de contraintes, quelles qu'elles soient. Au même titre que lorsque j'ai commencé ma carrière, j'ai été produit par le public et je me suis mis sur Internet. Et ben là, j'ai décidé de ne vendre que sur Internet, d'oublier le CD. Et pour, entre guillemets, fêter ce passage à l'acte, j'ai décidé aussi de présenter un album qui n'est que piano-voix sur une partie, qui était un peu l'album piano-voix que je voulais offrir aux fans depuis longtemps, qui me le réclamaient. Et puis sur une autre partie, faire des sons qui n'ont aucun rapport, qui sont inspirés de la musique électronique. Et j'aime l'idée d'être paradoxal, c'est-à-dire, voilà, un album électro et un album piano-voix, les deux en même temps, le tout que sur Internet. C'était une façon de marquer le pas en disant maintenant, je change et je deviens vraiment moi-même, c'est-à-dire aucune contrainte. Ce que j'ai été par le passé déjà, mais là maintenant il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus de concession. Alors, il y a plusieurs titres vraiment très touchants sur cet album. À titre personnel, il y en a un qui m'a particulièrement touchée, c'est celui qui s'intitule Les voisins. C'est l'histoire donc d'un voisin qui monte le son pour pas avoir à entendre les cris d'un enfant qui est manifestement battu. Et d'ailleurs, sur la vidéo du clip, on peut lire: le 26 novembre 2016, Tony, 3 ans, est mort sous l'effet des coups qu'il a reçus. Son calvaire a duré plus de 2 mois. Certains savaient, personne n'a rien dit. Et en même temps, on entend votre voix. Cet après-midi, cet après-midi, j'entends rien. Cet après-midi, je ne vois rien. Vraiment, ça donne des frissons. Est-ce que précisément le fait de faire ressentir des émotions fortes, c'était l'objet de cet album baptisé Expérience ? J'allais dire, ça l'a toujours été à chaque fois que j'écris une chanson. Après, effectivement, pour la partie piano-voix, j'ai voulu prendre, il y a une seule chanson d'amour. Tout le reste, ce ne sont que des thèmes qui sont, je ne vais pas dire très sérieux, mais en tout cas qui sont importants pour moi. Il y a le handicap. Il y a une chanson qui s'appelle Chanson pour un enterrement, qui est vraiment dédiée au départ, aussi, ouais. au départ de nos proches. Et il y a effectivement cette chanson qui s'appelle Comme tous les voisins et qui ça me prend tellement. Il y a des choses comme ça qui m'obsèdent. Je comprends pas qu'on puisse toucher un enfant. Je comprends pas qu'on puisse toucher à une femme, ou je veux dire même à un homme. Je comprends pas la violence en soi, et surtout pas la violence à quelqu'un qui n'a pas de quoi se défendre et qui n'a surtout rien demandé. Donc, et le fait, cette histoire de Tony, c'est la première fois où un voisin a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Parce que c'est bien beau de demander aux gens qui sont battus de s'exprimer, mais c'est quand même, ils vivent dans une situation terrifiante. Et c'est quand même très oppressant, le silence qu'il y a autour de tous ceux qui savent. Et puis dès que l'affaire éclate, tout le monde dit ah oui, mais on avait, oui, mais évidemment que. Mais c'est sur le moment qu'il faut être parlé. Je veux dire, en temps de guerre, c'est sur le moment qu'il faut être résistant. C'est pas après qu'il faut, à un moment, faire le beau, d'une certaine manière. Donc, mais à un moment, je savais pas comment parler. C'est vrai que ça me. J'ai ressenti l'obligation de le faire et je me suis mis à la place du voisin en me disant c'est bien beau de tenir le discours que je viens de tenir, mais est-ce qu'en étant le voisin, moi qui ai eu la chance pour l'instant de ne pas connaître d'enfants battus, de ne pas connaître de personnes battues, de ne pas avoir été ni le voisin ni un proche, qu'est-ce que j'aurais fait ? Enfin, qu'est-ce que je ferais ? J'en sais rien. En revanche, le fait d'avoir écrit cette chanson me force aussi moi à agir maintenant et à faire attention à ça. Mais après, oui, j'ai besoin d'exprimer ça parce que ça m'obsède, j'ai envie, je sais pas,
le peu que cela puisse atteindre d'autres, et notamment soulager la peine de ceux qui sont concernés par ça, ça me... Voilà, je pense que ma vie est faite pour ça, pour essayer d'aider un peu l'autre. Vous évoquiez le fait de savoir ce que vous auriez fait si vous étiez à la place d'eux. C'est une question que se pose aussi Jean-Jacques Goldman, avec lequel vous avez déjà chanté. Hein. Qu'aurais-je donc fait si j'avais été en 17 à Leidenstadt? Exactement, c'est la plus grande question. Et et c'est d'autant plus fort parce qu'il est effectivement de confession juive et qu'à un moment, il met les pieds dans le plat. Et c'est effectivement ce qui démontre chez lui toute sa sagesse. Il y a un moment de voir les choses plus loin que sa propre existence et de se dire j'ai besoin de parler de ce sujet-là et en même temps, quelle est la meilleure façon d'en parler? C'est de m'inclure là-dedans. C'est de dire que je ne sais pas si je ne suis pas forcément meilleur qu'un autre. En même temps, me taire n'est pas forcément la solution. Alors, la maltraitance des enfants, c'est une cause qui manifestement vous tient à cœur et on le comprend. Il y a une autre cause, vous le disiez, c'est le handicap. Il y a une chanson qui est dédiée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre engagement sur ces sujets relatifs au handicap? Le handicap, enfin, le handicap, le problème fondamental, et c'est d'ailleurs le sujet de ma chanson, c'est que j'ai remarqué que les handicapés que je croise, ce qui leur pose le plus de problèmes, c'est le regard de l'autre. C'est le fait que les gens qui ont entre guillemets la chance parfois de ne pas être atteints d'un handicap ne comprennent pas ce que c'est que de soit ne pas avoir d'accès quand on est une personne à mobilité réduite, de ne pas avoir un accès facile partout dans la vie de tous les jours, ou sinon d'être regardé de travers quand on a une malformation physique ou autre, enfin, et au final d'être traité différemment. Pour autant, donc l'idée elle est de faire changer, parce que il faut que si les gens ne changent pas et si les gens ne se mettent jamais à la place de l'autre, on n'avancera jamais. Donc l'idée est de faire passer ce message-là, et que le handicap c'est le regard de l'autre. Et quand on voit les enfants dans une cour de récréation, quand ils sont très jeunes, avant d'être entre guillemets pollués par l'histoire le phénomène de groupe, des enfants en primaire jouent avec d'autres enfants handicapés, trisomiques ou autres, de manière tout à fait naturelle. La lutte contre la pauvreté et contre la solitude, c'est aussi d'autres combats, hein, en plus de la maltraitance, du handicap, qui vous inspirent. En tout cas, vous avez participé à plusieurs reprises au concert des Enfoirés sur ces thématiques-là. Est-ce que vous auriez eu ce même engagement si vous n'aviez pas été, entre guillemets, connu? Ou est-ce que justement le fait d'être artiste vous confère une forme de devoir, d'obligation, de devoir d'exemplarité sur ces sujets-là? Alors, je ne m'impose aucun devoir. Je ne m'impose aucune pression. Je parle des choses qui me touchent. Le fait, de toute façon, si je n'avais pas été connu, déjà, j'aurais pas pu participer au Resto du Cœur, puisque le principe est de ramener les gens qui attirent et qui sont les plus populaires, pour justement pour concerner ceux qui les suivent à cette cause, ce qui est d'ailleurs très intelligent. Et donc l'idée, après, j'allais dire, est-ce que d'un point de vue personnel, je me serais engagé d'une autre manière? Fondamentalement, je pense, mais j'allais dire, je peux pas le dire, puisque aujourd'hui la vie a été écrite différemment. Mais je ne m'engage... je ne parle des choses que quand je les ressens, que quand j'estime que la chanson tient la route. Ça faisait longtemps, par exemple, que je voulais parler de la maltraitance, ça faisait longtemps que je voulais parler du handicap, mais si la chanson ne marchait pas, enfin, je l'estimais pas assez bonne, j'allais dire, je me forçais pas à en parler. Mais voilà, ce sont des choses qui je suis très fleur bleue d'une certaine manière aussi. Il y a des choses, je suis très sentimental. Et quand j'ai vu l'histoire de Tony, moi je fonds à larmes en 2 minutes. Hein. Surtout quand je vois mes enfants. Et puis, donc, j'allais dire, quand on parcourt, effectivement, quand on est connu, on vous demande d'aller dans des hôpitaux, dans des choses comme ça. Quand vous n'êtes plus jamais le même. Vous relativisez, vous sortez de là, vous dites, mais vraiment, mes petits problèmes, c'est rien.
Donc, donc voilà, tout ça me touche à un point et donc je me sens pas obligé, mais j'ai envie d'écrire là-dessus, j'ai envie d'en parler parce que moi, vous parliez de Jean-Jacques Goldman, il a mis le doigt parfois sur des sujets qui me passaient complètement à côté et qui m'a éveillé là-dessus. Et donc je me dis si parfois moi ça peut éveiller certaines personnes qui m'écoutent aussi, pourquoi pas? Très probablement. En tout cas, moi, c'est des titres qui vous touchent, mais pardon, des jeux qui vous touchent, mais qui personnellement m'ont beaucoup touché aussi. Votre actualité, au-delà de cet album Expérience, c'est aussi Bernadette, puisque à partir du 1er juillet prochain commence à Lourdes, et je précise uniquement à Lourdes, une comédie musicale dont on a déjà eu l'occasion de parler sur cette chaîne, une comédie musicale dédiée à Bernadette Soubirous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette comédie musicale dont vous avez composé les musiques? Eh ben, c'est j'allais dire, c'est une très belle comédie musicale. Je me permets de le dire parce que moi, je n'ai fait que les musiques. Justement, on est toute une équipe, donc j'inclus le travail des autres. C'est vraiment une comédie musicale. Moi, je l'ai imaginé d'un point de vue musical, un peu comme Les Misérables. C'était vraiment mon point de départ, la comédie musicale des Misérables. Quand vous dites votre point de départ, c'est une forme de référence quelque part, oui, c'est une d'étalon? référence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose déjà dans le côté un peu épique de la chose, dans le côté on raconte une histoire, donc les faits historiques, toutes ces choses-là. Et puis surtout, je voulais pas que ce soit une scène de théâtre, une musique, une scène de théâtre, une musique. Je voulais que ce soit comme un film, c'est-à-dire que la musique commence pendant qu'ils sont en train de parler, et puis la chanson arrive et elle se termine, ils sont en train de reparler d'autre chose. Il y a vraiment, on est embarqué dans une histoire et on a vraiment, enfin c'est un film sur scène d'une certaine manière. Et pour moi, c'est comme ça que je vois une comédie musicale. Après, il y a un côté très j'allais dire Broadway dans le principe, parce que comme vous l'avez dit, c'est à Lourdes, c'est au même endroit, ça va être joué tous les jours, et c'est dénué de toute idée de vouloir passer en radio ou en télé. L'idée, c'est de faire un spectacle quelque part. Après, j'allais dire, ce serait génial si la radio et les télés s'en emparaient, ce serait super. Mais en soi, on n'avait pas de contraintes. L'idée, c'est vraiment de faire un spectacle et que tout ne serve que justement ce spectacle. Donc, et nous, on ne raconte que des faits. On ne dit pas qu'elle a vu ou qu'elle n'a pas vu. On dit ce qu'elle a dit. Et comme elle dit si bien, comme Bernadette le dit si bien, je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Et moi, je pars du principe que on a raconté l'histoire d'une fille de 14 ans qui a décidé, malgré le qu'en dira-t-on, la justice, le clergé, même les médecins, de maintenir sa vérité, de rester intègre avec elle-même et de pas se mentir. Et au final, ce qui en découle, c'est... et d'ailleurs, il y a un documentaire qui vient de sortir là-dessus, Lourdes. Ce qui en découle, c'est une ville où il y a une solidarité absolument inouïe. Qu'on soit croyant ou pas, c'est même pas le problème. Il y a on parlait des personnes handicapées par exemple, mais il y a une communion entre les malades, entre les valides, tous ces jeunes, tout ce qui se passe là-bas, qui est absolument exceptionnel. C'est une ville qui est remplie de joie dans le bon sens du terme, et c'est, je pense, la seule ville au monde où on repart tous avec de l'espoir, parce que même quelqu'un qui est j'allais dire même un athée, quand la médecine ne plus rien pour lui, il va quand même à Lourdes, d'une certaine manière. Il va quand même chercher encore de l'espoir. Et même les gens, les touristes qui passent là-bas et qui n'y vont que par curiosité, je défie quiconque de me dire qu'il n'a pas laissé une petite pensée devant la grotte en se disant allez, protéger ma famille, protéger mes proches, voilà, juste comme ça, en se disant un peu comme d'une certaine manière comme on joue au loto, en se disant bon bah ça coûte rien, hein, c'est pourquoi pas ça. Et donc nous on raconte cette histoire qui est une histoire vraie. Le reste moi, je ne connais pas la vérité. Le seul truc que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui passent tous les ans avec beaucoup d'envie, beaucoup d'altruisme et beaucoup de bienveillance vis-à-vis des autres. Et c'est la seule chose que je retiens. Et je trouve ça bien
j'allais dire, moi je rejoins là-dessus Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, sont des personnages, voilà, le côté positif de la religion, alors qu'on est dans une époque où on ne met que le doigt que sur le négatif tout le temps, du terrorisme, de la pédophilie, enfin des choses comme ça. C'est pas du tout, je suis absolument d'accord sur le fait d'en parler, mais il faut aussi noter ce qu'il y a de beau. Parler des choses positives, et c'est vrai que Bernadette a préféré être seule, quitte à voilà, mais être honnête avec elle-même plutôt que l'inverse, que d'être tranquille, quitte à renier ce qu'elle avait, voilà, ce qu'elle avait vraiment vu et entendu. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, chez le personnage de Bernadette? Est-ce que vous aviez eu vraiment l'occasion de vous y intéresser avant de vous attaquer à la musique de la pièce, et qu'est-ce qui vous séduit particulièrement chez ce personnage? Ah ben c'est son intégrité. Ce qui est très fort chez Bernadette, c'est... Enfin, le qu'en dira-t-on, on parlait de la maltraitance avec les voisins, enfin ça revient à ça, c'est-à-dire le qu'en dira-t-on, de pas... En plus, dans un village, de la pression même de ses parents. Et donc à un moment, c'est tellement beau cette liberté de dire les choses et de les assumer jusqu'au bout. Arriver à s'affranchir de toute cette pression. Et donc c'est ça, moi cette intégrité, moi je suis épuisé par le politiquement correct, par toutes ces choses-là, enfin on peut plus rien dire, on peut plus rien faire d'une certaine manière. Alors ça fait un peu de discours de... mais comment dire, elle a une intégrité et c'est ça qui me fascine. Je sais pas si j'aurais eu sa force. Voilà. Et je sais, voilà, et tout ce qui en découle n'est que positif. Donc c'est pour ça que je trouve absolument génial et ça me plaisait d'en parler. Parce que pour moi, c'est un film américain. Elle a quand même 14 ans, elle parle pas la langue, elle est inculte, elle est rien, elle a rien pour ça. Et au final, mais elle finit même, elle meurt malade, jeune. Donc il y a tout un paradoxe chez elle qui me touche. Je trouve ça beau. En tout cas, vous donnez vie à son histoire, et c'est à voir à partir du 1er juillet prochain à Lourdes. Merci beaucoup de nous avoir dit un mot. On va continuer à parler de valeurs, de spiritualité dans quelques instants. Ça va vous sembler peut-être un peu atypique, voire déroutant, mais je vais vous laisser seul sur ce plateau l'espace de quelques instants. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Grégoire, est-ce que vous êtes bien installé? Ça va. Bon, vous avez un repose-pied devant vous si vous le souhaitez. Le principe de cette deuxième partie, c'est que je vais vous proposer différents mots. À charge pour vous de me dire ce qui vous inspire. Le premier d'entre eux, c'est poésie. Et bien, comme dirait Jacques Prévert, la poésie, c'est le plus beau nom qu'on peut donner à la vie. Je pense que... Je ne sais plus, il y avait une autre phrase qui disait que... tout le monde était poète en fonction du regard qu'il avait sur les choses. Il y a des gens qui sont inspirés en voyant une forêt, il y en a d'autres... Enfin voilà, la poésie, c'est de voir le beau quelque part. Enfin, et c'est pour moi très important. J'en ai mis en musique pour les enfants du primaire, La Fontaine, Maurice Carême et d'autres, pour qu'ils apprennent et pour plus tard, j'espère, découvrent Victor Hugo, qu'ils découvrent Baudelaire, qu'ils découvrent Rimbaud, parce que je pense que c'est la plus belle façon de dire les choses, notamment de déclarer sa flamme à quelqu'un que l'on aime. Et puis ça ouvre, ça apaise. Quand on écoute vos titres, on se dit qu'il y a encore des chansons à texte, et ça fait plaisir. Merci. En quoi la vie, au quotidien, vous semble-t-elle être poétique? Je pense que la vie est poétique quand on choisit de la voir poétique, en fait. Et justement, vous parliez du quotidien, je pense que tout est dans les joies quotidiennes. Je pense qu'il y a un problème fondamental, c'est que on ne sait plus se contenter de ce qu'on a. Et on ne se rend pas compte que, de toute façon, ce qui nous procure et nous apportera le plus de bonheur n'est qu'à quelques mètres de nous.
et et donc, j'allais dire, moi, je choisis de prendre conscience de la chance que j'ai tous les jours, de toutes ces petites joies du quotidien. Ça peut être évidemment les rires des enfants, la famille, etc. Mais aussi l'odeur du pain, le chant des oiseaux. Ça peut paraître idiot comme ça, mais je pense que si on s'arrête 2 secondes et qu'on se contente de ce qu'on a, tout est plus simple. Vous définissiez la poésie comme une forme de regard qu'on porte sur la vie. Est-ce qu'entre guillemets, on est tous égaux par rapport à ça? Est-ce que certaines personnes n'ont pas davantage de prédisposition à porter un regard poétique sur les choses qui les entourent? J'en sais rien. Je ne peux pas répondre à ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis le dernier de 4 garçons et qu'on a... et que nos parents et nous 4 nous sommes très différents. Donc je ne suis pas sûr que... non, je pense qu'à un moment, il y a des choix. Et forcément, il y a des gens qui mais non, enfin, j'allais dire non. Parce qu'il y a des gens qui n'ont à leur disposition aucune culture et qui deviennent d'incroyables poètes. Et il y a des gens qui ont tout à disposition et qui ne sont que cynisme. Donc il y a de tout partout. Je pourrais pas vous dire ce qui déclenche la sensibilité, le fait d'un moment lâcher le malheur et d'essayer de ne voir que le bonheur. Il y a des gens qui n'y arrivent jamais et je peux pas les plaindre. Mais en même temps, je peux pas. Je peux que essayer de les comprendre parce que c'est compliqué. Mais c'est beaucoup plus facile de voir ce qu'on n'a pas. C'est beaucoup plus facile de voir ce que l'autre a de mieux. C'est beaucoup plus facile de pleurer quand on a mal, de s'effondrer quand quelque chose de terrible nous arrive. C'est l'évidence même de gâcher sa vie parce qu'on a perdu quelqu'un qu'on aime et que le vide est oppressant. Parce que le vide est oppressant. Après, à un moment, c'est une question de choix, de se dire, ok, c'est comme ça, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, et plus, d'une certaine manière, plus on le fait, plus on y arrive, plus on regarde la vie positivement, plus les douleurs restent là, évidemment, mais de manière beaucoup plus douce. Et la vie est belle, c'est ce que j'ai toujours tendance à dire. Parfois on m'appelle en me disant, voilà, j'ai perdu quelqu'un, etc. Je dis, mais la mort est affreuse, la mort est terrible, mais la vie est belle. La vie est belle et c'est beaucoup plus dur que de se dire oui, la vie est nulle parce qu'il m'arrive tout ça. Oui, c'est beaucoup plus facile de d'énumérer ses malheurs que d'énumérer ses bonheurs. On va parler à présent de perfection, qui peut être un mot assez poétique aussi à sa façon. C'est quoi pour vous, Grégoire, la perfection? Et pas de... J'allais dire, vous savez, il y a des règles qui font que il y a certaines choses qui sont parfaites, soi-disant, mais j'ai aucune prétention de donner une définition de la perfection. Il y en avait une, mais que j'arrive plus à retrouver, que j'ai trouvé pas mal. Mais toute perfection est plus ou moins une imperfection pour quelqu'un d'autre. Donc, en plus, en art, moi je prétends pas faire de l'art, hein. Moi je prétends faire des chansons, mais pas forcément de l'art. Mais dans tout ce qui est artistique, tout est tellement subjectif qu'il y a des gens qui vont trouver des choses absolument... Tout est en fonction aussi de ces critères. Il y a des gens qui ne voient l'art que par rapport à ce qu'ils ressentent et par le fait que ça les touche directement dans leur histoire, dans leurs émotions. Il y en a d'autres simplement par le côté grandiose de la chose, la beauté, même quand ça les dépasse, pour eux c'est encore c'est ce qui est parfait. Voilà, je veux dire, chacun voit sa perfection quelque part. Pour moi, ma perfection, c'est d'être libre, qu'on ne m'impose rien.
que je ne veuille pas faire d'une certaine manière. Et puis, et comme dirait Jean-Jacques Goldman, de ne pas avoir à choisir un camp, qu'on soit, voilà. La perfection, c'est ça. Alors, quand on parle de perfection, on pense bien sûr à la perfection artistique que vous évoquiez à l'instant, mais il y a aussi la sainteté. Alors, on parlait tout à l'heure de Bernadette, mais en matière de sainteté, il y a une autre sainte pour laquelle vous semblez avoir une admiration toute particulière, c'est Sainte Thérèse. Pourquoi ? Ben, Sainte Thérèse, c'est marrant parce qu'au début, on m'a proposé de faire l'album de Sainte Thérèse et j'ai dit non. Sur le principe, dans la seconde même, parce que de toute façon, en général, j'ai tendance à dire non. Et puis après, changer d'avis. Mais en fait, et comme je suis curieux, j'ai lu ces textes. Et en lisant ces textes, je me suis dit oui, parce que je trouvais ça très bien écrit. Et ce qu'il y a de très fort chez Thérèse, c'est qu'elle parle déjà qu'il n'y a pas de prosélytisme. Et ça, je trouve ça beau, parce que c'est beau de parler de sa vie sans forcément vouloir convaincre l'autre. Et ensuite, elle a ce côté de ne parler que des joies quotidiennes, d'une certaine manière, des fleurs, enfin voilà, des oiseaux, de toutes ces choses qui l'entourent, et de s'émerveiller et de s'extasier sur tout ça. Et donc, au final, des bonheurs simples. Et c'est justement, je pense, une grande leçon de vie. Et comme chez Bernadette, d'une certaine manière, cette idée de dénuement. Et en plus, chez Thérèse, elle parle de Jésus comme de son mari. Et au final, elle explique, enfin, j'ai l'impression qu'elle dit que l'important, c'est d'avoir une foi en quelque chose ou en quelqu'un pour faire de bonnes actions. Et c'est ce qui me paraît important. Et donc, avoir foi, soit dans sa famille, soit dans un Dieu, soit dans la musique, par exemple, mais qu'au final, qu'il en découle du positif. Et j'allais dire, pour moi, le message de Thérèse, c'est celui-là. Et c'est pour ça que... et puis je trouve qu'elle a une qualité... on parlait de poésie tout à l'heure, mais je trouve que pour une fille qui nous a quittés à 20 et quelques années, elle avait une écriture assez incroyable et très actuelle. Donc je voulais aussi mettre ça en avant, sa qualité littéraire et artistique, en même temps que le message qu'elle portait, qui est profitons des bonheurs simples. Alors, je précise pour les personnes qui nous suivent que vous avez raconté sa vie à travers un concert, l'histoire d'une âme, et puis à travers l'album Thérèse, vivre d'amour. Je reviens à votre dernier album, Expérience. Il y a une chanson dans laquelle vous dites qu'il faut vivre sa vie comme si elle devait éternellement recommencer. Est-ce que dans une certaine mesure, il faut y voir une exhortation à être le plus sain possible ? D'une certaine manière, oui. Alors c'est tiré de Nietzsche et de ce concept de l'éternel retour, c'est-à-dire qu'il lui part du principe que si la mort devait se présenter à vous et vous dire maintenant tout s'arrête et tu as le choix entre le néant total ou revivre ta vie à la virgule près de manière infinie, tu devrais pouvoir choisir le fait de revivre ta vie. Donc c'est-à-dire de la vivre du mieux possible et de prendre les bons choix, les bonnes décisions et je vais dire pour moi en tout cas d'être le plus bon dans le sens de la bonté possible, le plus altruiste, le plus solidaire, enfin de faire des choses qui soient utiles dans le bon sens du terme. Donc oui, dans cette idée de sainteté. Après la sainteté, moi je l'étends à... J'ai beaucoup d'admiration pour Luther King, par exemple. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui, à un moment... J'ai aussi beaucoup d'admiration pour Coluche. Pour ces gens qui, à un moment, décident de faire de leur vie autre chose qu'un simple chemin égoïste, en fait. Et donc... Et je pense à Coluche aussi, parce que chez Coluche, il n'y a pas forcément de religion. Mais en même temps, il y a quelque chose au fond de lui qui le pousse. Je pense aux bénévoles, je pense aux pompiers, je pense à, j'en sais rien, à la Croix-Rouge, à plein de gens comme ça qui ne sont pas forcément
liés, qui ont une force en eux, qui pour moi est de la spiritualité, et qui est autre chose, enfin qui voilà, qui fait de ce monde quelque chose d'un peu plus, enfin en tout cas de meilleur. Et c'est vrai que donc il y a cette notion effectivement d'être un saint, dans la mesure du possible évidemment, mais en tout cas d'être bon et de tous les jours faire en sorte que son monde soit le plus beau possible. Vous nous avez parlé de personnages inspirants, que ce soit Nietzsche, Coluche ou Martin Luther King, des personnes qui ne sont plus de ce monde. Et justement, je voulais vous inciter à réfléchir au terme d'au-delà et savoir comment est-ce que vous vous représentez l'au-delà. J'ai envie de vous dire comme un enfant. J'imagine, je vois ça comme tout le monde dans des nuages de coton, comme la première image, je pense, que l'on se fait du paradis d'une certaine manière. Quand je pense aux gens qui sont disparus, je les imagine souvent assis dans des nuages. Donc voilà, moi après j'essaie il y a quelque chose chez Nietzsche qui est assez intéressant, qui est que il soulève le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent que leur vie en ne pensant qu'à la vie d'après. Et en essayant alors que la vie d'après, au final, reste une incertitude d'une certaine manière, mais donc lui essaie de nous faire prendre conscience de la vie actuelle. Donc c'est vrai que l'au-delà, je vous donne l'image que j'ai quand de temps en temps ça me traverse l'esprit, notamment par les gens qui y sont déjà. En revanche, après, j'allais dire, au moment, j'essaie de vivre ma vie dans le moment présent, et quand je pense à tout ce qui nous entoure, j'allais dire tout ce qui est spirituel, etc., c'est inscrit en moi, donc à partir de là, je le traîne avec moi, mais pour me servir, pour vivre dans le quotidien. Voilà ce que j'allais dire. J'évoque un autre titre de votre dernier album, que vous évoquiez d'ailleurs vous-même tout à l'heure, qui s'intitule Chanson pour un enterrement, qui est également très touchant. Vous avez perdu vos 2 frères. Personnellement, où est-ce que vous avez puisé la force de faire face à ces drames ? J'allais dire, d'une certaine manière, parfois je ne sais pas. Et c'est peut-être là où est la définition d'au-delà, d'une certaine manière, mais peut-être aussi, on en parlait tout à l'heure, mais s'écrouler après des drames tels que ceux-là, c'est l'évidence absolue. Et ça me plaisait pas forcément. Après, j'ai toujours été positif, j'ai toujours voulu aller de l'avant, et je sais pas, j'ai eu l'ami un jour qui m'a dit, après le décès d'un de mes frères, qui m'a dit sa mort, c'est peut-être d'une certaine manière ta naissance. Et je trouve qu'elle avait pas tort, parce que ça m'a donné encore plus d'envie de vivre à 100% les choses, même à 200%. Ça m'a donné cette notion que la vie était très courte et qu'elle pouvait s'arrêter du jour au lendemain, et que fallait pas passer son temps à attendre quelque chose, fallait pas passer son temps à justement se dire ah bah c'est mieux à côté, ah bah, non. Fallait pas passer son temps à médire, parce qu'on a voilà, on n'a pas que ça à faire, donc il fallait mieux passer son temps à vivre intensément, à profiter des choses, à faire ce qu'on a dit, et voilà, à aller jusqu'au bout de ses rêves, ou en tout cas essayer. Donc ça m'a appris tout ça, et ça m'a... Et puis alors ils sont plus là, mes frères sont plus charnels d'une certaine manière, mais en même temps, au final, ça m'a d'une certaine manière rapproché d'eux, parce que j'ai l'impression de les avoir tout le temps avec moi en permanence. Donc voilà, c'est assez paradoxal, mais ça m'a rapproché d'eux, et ça m'a effectivement donné une sacrée envie de vivre. Ça vous a certainement fait gagner en maturité et peut-être même en sincérité. On a le sentiment qu'il y a aussi autre chose qui vous a totalement transformé, c'est le fait de devenir père. Ah oui.
Et pas que le fait d'être marié, parce qu'au final, je ne serais pas père si je n'avais pas rencontré la femme qui m'a donné envie de l'être. J'aurais pas eu des enfants pour avoir des enfants. J'ai eu des enfants parce que j'ai rencontré la personne avec qui j'avais envie d'avoir des enfants. Et c'était la condition, je veux dire, sine qua non, il n'y avait pas d'autre possibilité, sinon je n'aurais pas eu d'enfant. Après, effectivement, maintenant, le fait d'être père, le fait d'avoir quelqu'un qui... enfin, la chair de votre chair, c'est inexprimable. Et en même temps, ça, effectivement, il y a une responsabilité maintenant qui... ma vie n'est plus centrée que sur mon salut, d'une certaine manière. Je me dois de les accompagner le mieux possible, de leur donner les armes le mieux possible pour qu'ils puissent profiter de la vie et être le plus épanoui possible. Parce que c'est paradoxal, mais en leur donnant la vie, on leur donne aussi la mort. Et là, ils sont trop petits pour s'en rendre compte, mais à un moment, voilà, pour qu'ils soient et qu'ils aient une vie la plus heureuse, la plus épanouie possible, à moi de leur inculquer des valeurs, etc. Enfin, en tout cas, de faire tout mon possible. Si ça se trouve, ça ne sera pas suffisant. C'est quoi précisément les valeurs, pardon, je vous interromps, mais les principales valeurs, s'il fallait en citer que 3, que vous voulez leur transmettre? Ça, je n'ai pas réfléchi, je me suis jamais fait de liste, mais en même temps, vraiment, déjà, essayer de ne pas voir, c'est l'histoire des 3 petits singes de la sagesse, ceux qui, on se tait, on se cache les yeux, ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire le mal, c'est-à-dire quand déjà on n'est pas dans le mal, quand déjà on n'est pas dans la médisance, dans tiens, tu as vu, ils font ci, ils font ça, le ragot, quand déjà on n'est pas fait de colporter les choses, d'entretenir tout ce qui est un peu négatif, on est déjà positif. Donc déjà essayer de leur donner le fait d'être positif et de voir le bon côté des choses. Ça pour moi c'est plus important et comme ça les choses sont plus simples parce que tout est plus léger. Après, d'être gentil, parce qu'au final je pense que les gentils gagnent. Et puis, oui, je sais pas, enfin l'espérance, c'est dans tous les sens du terme. Que quand ça va pas, ben ça ira, que quelqu'un qui n'a pas été sympa, et ben, au final, il le sera. Enfin, de toujours un moment, de tourner le négatif en positif. Pour moi, c'est la base vraiment de tout. De tirer des leçons et d'avancer. Et puis voilà, de pas penser à mal. Voilà, ces 3 petits singes-là. Ne pas penser à mal, ne pas dire le mal et ne pas voir le mal. Vos enfants, votre épouse, c'est votre premier public et c'est le dernier mot que je voulais soumettre à votre sagacité, le mot public. Oui, alors j'allais dire, est-ce que c'est mon meilleur public? J'en sais rien parce qu'ils ont, j'allais dire d'une certaine manière, ils n'ont pas d'objectivité. Donc, et en même temps, c'est assez partagé parce que, j'allais dire, ma femme est presque une personne qui peut aimer tout ce que je fais et puis mes enfants sont presque à l'inverse en se disant non mais tais-toi, j'entends pas le dessin animé que je suis en train de regarder. Donc c'est un peu partagé à la maison. Mais enfin, tout se passe bien. Après, le public, non, le public, c'est le plus important. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je suis directement sur Internet. C'est-à-dire que d'être en rapport direct avec eux et qu'ils puissent disposer de ce que je fais j'allais dire le plus rapidement possible. Ça a toujours été, parce que je me permets un petit rappel pour les gens qui vous connaissent pas ou peu. Vous êtes inscrit sur le site My Major Company, c'était en décembre 2007, hein, c'était déjà il y a 12 ans. 2 mois plus tard, vous aviez récolté 70 000 € pour produire votre album et vous êtes ainsi devenu le premier artiste produit par le public. Comment est-ce que vous décririez cette relation avec vos fans ? Bah, très sincère, très honnête, pas forcément calculé, ce qui
peut être un avantage et un désavantage. Je ne me suis pas construit une image entre guillemets, de star. C'était pas mon but, mais en tout cas d'être franc et sincère, d'être proche d'eux et puis justement d'être accessible. J'ai toujours aimé l'idée d'être un peu le cousin qui faisait de la musique et qui entre guillemets réussit pour eux. Donc il y a et puis comme ça, d'une certaine manière, ça peut donner de l'espoir à ceux qui me suivent et qui veulent faire ce métier. Mais voilà, un rapport très proche. Et d'ailleurs, ça fait longtemps, parce que j'ai beaucoup de choses que j'adore créer, donc j'adore être au studio, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas vus sur scène. Et donc, et ma prochaine tournée, enfin pas tournée, mais mes prochains concerts seront très intimes, piano-voix, guitare-voix, pas mal de discussions avec eux, parce que je veux ce lien dans des petites salles, je veux être proche d'eux. Et donc, à la rentrée en septembre, je vais faire des concerts très intimes pour les retrouver, parce que ça manque. Avis aux amateurs et aux amatrices, donc, vous allez bientôt les retrouver sur scène. Et alors, vous êtes proche d'eux à la fois sur scène, mais même à l'écran. Votre premier single, Toi plus moi, qui est sorti au début de l'été 2008 et qui s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Sur le clip, on vous voit avec une soixantaine de vos producteurs. Donc, vos producteurs, il faut comprendre tous ces gens qui vous ont financé via My Major Company. C'était quelque part une façon de les mettre à l'honneur? Oui, évidemment. Ils faisaient partie de l'aventure, donc je voulais pas qu'ils se contentent d'être juste des généreux donateurs, enfin donateurs entre guillemets, puisqu'ils récupéraient en fonction de mon succès des ventes, comme s'ils avaient acheté, enfin de l'argent, comme s'ils avaient acheté des parts de mon disque. Donc, mais en tout cas, de les faire participer plus que simplement financièrement, de les inviter à voir comment se passait le tournage d'un clip, d'y participer et au moins de vraiment être de l'aventure. Personnellement, comment est-ce que vous vivez cette reconnaissance? Qu'est-ce que ça génère chez vous? La reconnaissance du public en général? Oui. Moi, c'est toujours très touchant. Les gens sont très touchants. Et ça génère de l'empathie. J'allais dire, ça génère ça génère de l'espoir aussi, parce que je me rends compte effectivement à travers les tournées que au quotidien, les gens sont solidaires. Au quotidien, les choses vont entre guillemets bien. Que les gens entre eux ont plutôt des démarches positives. Et donc ça me génère de l'empathie et puis parfois les gens me confient leurs histoires. Enfin donc c'est extrêmement touchant de se dire qu'à un moment notre propre vie rejoint celle des autres, de gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, c'est après la reconnaissance. Quand vous faites quelque chose et que les gens l'apprécient et que ça peut parfois les aider, c'est absolument. Il n'y a pas grand-chose de plus exaltant, en tout cas d'un point de vue artistique. Alors, quand on dit public, on pense souvent à l'inverse, à savoir au privé. Et précisément, quand on est un personnage public, même si on sent très bien chez vous que vous ne recherchez pas du tout à tout prix la lumière des projecteurs et que tout ça s'est fait finalement de façon très, très naturelle, comment est-ce que vous vivez les éventuelles intrusions dans votre vie privée? Et j'imagine que c'est important pour vous de préserver votre intimité. Oui, après, il n'y en a pas beaucoup, j'allais dire, mais quand je pense qu'on... Alors, il y a toujours des cas exceptionnels, mais j'allais dire, est-ce qu'on a déjà vu les enfants de Jean-Jacques Goldman? Est-ce qu'on a déjà vu les enfants de Francis Cabrel? Voilà, donc même des gens comme ça, quand on veut, on peut, d'une certaine manière. Après, il y en a certains... je parle pas de Brad Pitt et Angelina Jolie, évidemment, mais il y en a, oui, enfin si justement je parle d'eux, c'est-à-dire qu'il y en a certains, pour eux c'est impossible. Mais en même temps, on n'est pas aux États-Unis, on est quand même dans un pays où le droit à l'image et la vie privée est la plus protégée au monde, et qu'au final, si on
on veut s'en cacher, on peut. Et puis, vous savez, plus on met des lunettes de soleil, plus on vous remarque. Plus vous arrivez avec des gardes du corps, plus on a envie de vous toucher. En fait, c'est un réflexe animal, hein. Quand on met des barrières, on a envie de les transgresser, on a envie de... Mais quand vous vous baladez naturellement dans la rue, les gens sont tellement étonnés qu'au final, ils se rendent compte que c'était vous 10 mètres après. Et puis quand vous êtes naturel avec vos enfants, vous allez à l'école, ça passe pas dans la tête des gens. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas non plus voulu créer une sorte de star system. Plus on se cache, plus les gens veulent vous voir. Moi, je me cache pas, donc voilà, il n'y a pas de... Personne ne cherche à me voir. Les gens me voient, naturellement. Merci beaucoup, Grégoire. À tout de Merci à suite. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, cette expérience de se retrouver seul sur un plateau? Très bien. C'était... ça m'a... Comment dire... C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, qui m'arrive souvent. Mais tout seul avec moi-même. Alors je parle pas comme ça, une caméra, tout seul, mais ça fait partie de mon quotidien, de me poser des questions et d'essayer d'y trouver des réponses, et qui sont effectivement... on parlait du fait de positiver, etc. C'est pas inné, hein. C'est un travail de tous les jours. Les matins où je me réveille, il y en a pas mal, hein, où je me réveille en me disant ça va pas, ça, etc. Et puis de m'arrêter, de me dire si, attends, ça va, ça va, ça va. C'est un peu comme sourire dans la glace. Donc voilà, j'allais dire, je suis toujours j'aime tous les jours me retrouver un peu seul, comme ça, et écrire, faire plein de choses. Et donc de réfléchir à tout ça. Puisque vous me parlez du matin, le matin, quand vous vous levez, quel est votre moteur? Alors, au-delà de votre famille, j'imagine, de passer du temps avec votre femme et vos enfants, qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre? Quels sont vos leviers? Effectivement, la famille, parce que ça commence par l'école, les enfants, mais ensuite... il y a toutes ces choses en cours de mener à bien tout ce que j'ai entrepris. Alors, effectivement, d'une manière très globale, la famille, les enfants, c'est-à-dire les emmener à l'école, le travail, les choses, les suivre, faire jouer, leur apprendre des choses, ou apprendre d'eux, ma femme, donc entretenir notre couple d'une certaine manière, de passer des moments ensemble, enfin plein de choses, d'échanger sur plein de choses. Et puis après, le professionnel, mais j'ai un professionnel qui est entre guillemets passionnel, donc mais donc de mener on parle de Bernadette, de mener à bien le spectacle, d'écrire des chansons, les chansons qui sont en cours, de préparer les concerts, toutes ces choses-là. Donc tout ça, la famille c'est viscéral, et la musique aussi, enfin, et tout ce qui en découle est viscéral. Il n'y a rien, et j'ai la chance de ne bon, à part des broutilles, mais de ne rien subir. Je ne vais pas au boulot à 9h du mat en me disant Boule dans la gorge. toute la journée Vous êtes un homme comblé, quand est-ce que je m'en vais. Oui, en tout cas, je le vois comme ça. Vous éprouvez de la gratitude vis-à-vis de ça? Ah oui, après, comme je vous le dis, je pense que c'est aussi une façon de voir les choses. Vous me disiez que vous appreniez beaucoup aussi de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Ils m'ont appris à revenir alors même si je l'ai toujours été, mais de plus en plus, à revenir à ce regard d'enfant, innocent, simple, parfois trop bon, trop con, pardon de l'expression, mais en même temps, je pense que c'est bien d'être gentil, et que c'est pas un gros mot, et donc et puis des joies quotidiennes. Un enfant, ça aime monter dans un arbre, bêtement et simplement. Ça n'a pas besoin. Il y a toujours cette phrase, on leur achète des trucs très perfectionnés, mais donnez-leur un ballon ou un bout de bois et je sais pas quoi, et puis ça dure des heures. Donc voilà, donc toutes ces choses-là. Et puis après,
ils m'ont surtout appris en fait à ne plus être égocentré et à devenir responsable de quelqu'un qui n'a rien demandé, et donc de l'accompagner le mieux possible dans sa vie, de manière assez subtile, parce que je veux d'une certaine manière lui fixer certaines limites, mais en même temps ne rien lui imposer, et qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire, après, dans les meilleures conditions possibles. Et en ce qui vous concerne, que reste-t-il en vous de l'enfant que vous étiez ? Le regard que j'ai sur le monde, cette ultra-sensibilité parfois, et puis le côté très rêveur. Quand je réalise un rêve, concrètement, quand il y a des choses qui me sont arrivées, je sais pas, je pense notamment, on parlait professionnellement de travailler avec Jean-Jacques Goldman, qui était un rêve que j'avais très tôt dans l'adolescence. Quand je l'ai rencontré et qu'ensuite j'ai travaillé avec lui, je me suis dit à ce moment-là enfin, avant que ce moment-là arrive, justement, je me suis dit, si ça arrive, je ne sais pas si j'aurai des rêves plus grands que celui-là, d'une certaine manière, professionnellement. Et au final, si. J'avais toujours l'envie, en fait, à chaque fois que j'atteignais une étape, j'en ai d'autres qui se créaient, qui sont de plus en plus fous, qui ne sont pas forcément réalisés encore, mais donc voilà, ce côté très très rêveur, très instinctif, on veut faire quelque chose, si on peut le faire, on le fait. On n'en parle pas pendant 6 mois, c'est presque au jour le jour, et voilà, puis d'aimer jouer, d'aimer de profiter de tout ça, et que tout soit d'une certaine manière ludique, dans le bon sens du terme, sans être frivole, mais voilà, ça c'est vraiment... Mais d'ailleurs ma femme le dit, que je suis plus un enfant qu'un adulte, qu'un enfant de plus. Très brièvement, parce que on va devoir s'acheminer vers la fin de cette émission, mais vous me parliez de rêve. Si vous aviez un rêve à accomplir, que tout d'un coup on vous donnait une baguette magique, quel rêve est-ce que vous souhaiteriez réaliser ? J'allais dire... Hors famille, enfin professionnellement ? Comme vous voulez. Non, parce que le reste, sinon, je vais pas dire la paix dans le monde, des choses comme ça, c'est trop bateau. Fondamentalement, que la maladie épargne tous ceux que j'aime, et le plus de gens en général. Mais ça, c'est vraiment fondamentalement le plus grand rêve que j'ai. Mais ça, je ne le saurai que plus tard. Et je touche du bois, d'une certaine manière. Professionnellement, en revanche, ce serait... alors, David Bowie est mort, mais rencontrer Paul McCartney ou Elton John, enfin, en tout cas, plus que les rencontrer, c'est-à-dire d'avoir une collaboration, de faire quelque chose avec eux. Après, il y en a quelques-uns. Who knows, comme on dit, puisque vous citez des personnes anglo-saxonnes. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler à la fois de votre dernier album, Expérience, avec plusieurs titres extrêmement touchants, un double album, vous le disiez, et puis aussi de Bernadette, la comédie musicale qui, je le rappelle à nos téléspectatrices et téléspectateurs, commence le 1er juillet prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Bonne soirée et à très vite.